Bonjour à tous à nouveau et on va laisser la parole à Christophe Level. Moi, je suis donc chercheur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, donc dans le site historique du muséum qui est donc le Jardin des Plantes. Là, je me situe on aperçoit dans le flou du fond ce qui était des étagères de chimie et qui maintenant est devenu une bibliothèque. Et donc, comme je vous disais, on est un laboratoire situé au muséum, mais j'ai mis aussi le logo de CNRS. Moi, je suis un chercheur CNRS hébergé au muséum, mais ma maison mère, c'est le CNRS, et puis l'INSERM qui travaille beaucoup avec nous, puisqu'on travaille beaucoup sur des enjeux éventuellement pas éventuellement, des enjeux médicaux. Et je mentionne aussi que je travaille au sein de l'INSPE, que connaissent bien les enseignants, puisque c'est l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, là où on forme tous les enseignants, et j'y suis plus particulièrement responsable de la formation des professeurs de cuisine, d'où le lien très fort avec la cuisine, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai responsable non pas de toute leur formation, mais responsable de leur formation scientifique et en partie technique pour justement améliorer les connaissances qu'ont ces futurs professeurs de cuisine en termes de développement durable, écosystème, puis aussi physiologie du goût, nutrition et bien sûr recettes. Hein. On passe beaucoup de temps à cuisiner, à travailler sur la physique, la chimie, la biologie, des cuissons, des fermentations, etc. Puis pas mal d'associations de chefs. J'ai mentionné ici les disciples d'Escoffier, qui fait partie des associations avec lesquelles je travaille aussi, justement, souvent sur des questions qui peuvent être liées à des problématiques scientifiques. Hein, des chefs qui vont vouloir travailler sur des poissons et puis ils vont venir nous solliciter pour savoir quel type de poisson il est plus écologique de cuisiner. Donc ça, on sent qu'il y a un vrai intérêt de part des associations professionnelles. Et avant de parler poisson, si, déjà, vous voyez sur cette assiette, on reconnaît un maquereau, plus quelques végétaux chlorophylliens et quelques bulbes, en l'occurrence des oignons. Là, c'est pour très rapidement, finalement, réfléchir à ce qui fait notre alimentation. Alors là, c'est un peu anachronique, c'est ce qu'on pourrait appeler une assiette paléolithique. Alors, anachronique parce qu'évidemment, les assiettes n'existaient pas au paléolithique, mais ce qu'il y a dedans est considéré comme relevant du régime paléolithique. C'est-à-dire que ce sont des ingrédients bruts, récoltés, qu'on pourrait imaginer récoltés dans la nature. On pourrait pêcher le maquereau, cueillir quelques feuilles comme ça sauvages, et puis alors là, l'oignon, on sent bien qu'il a sans doute été acheté au marché ou au supermarché, mais on pourrait arracher comme ça des bulbes, et puis on aurait une assiette paléo. Ça, c'est ce qu'on a mangé pendant quasi 1 million d'années, on va dire, enfin même plus, c'est difficile de dater vraiment le début de ce type d'alimentation. On est passé de manière continue du régime actuel des primates, c'est-à-dire vraiment cueillette principalement et un peu de chasse pour attraper des petits animaux, jusqu'à un régime un peu plus sophistiqué avec des techniques de chasse et de pêche un peu plus sophistiquées. Enfin, on a des preuves d'activité de pêche en haute mer qui date de 40 000 ans. C'est-à-dire que quand on dit en haute mer, c'est la pêche au thon, par exemple. Le thon, ça se pêche pas sur la plage. Donc, on retrouve des restes de thon et de poissons qui nagent plutôt au large dans des chantiers de fouilles qui ont 30 40 000 ans. Donc, ça, c'est quelque chose que mangeaient nos ancêtres. Et puis, est arrivée la fameuse transition au néolithique, où on est devenu de chasseurs-cueilleurs, pêcheurs, on est devenu éleveurs, agriculteurs et toujours pêcheurs. C'est la composante qui est restée inchangée, la pêche au néolithique. Il n'y a que la chasse qui a été progressivement remplacée par l'élevage et la cueillette progressivement remplacée par l'agriculture. Et ça nous a donné finalement une alimentation qui prévaut depuis plus de 10 000 ans, qui est un régime extrêmement varié, puisqu'on s'est mis à cultiver des céréales, donc on a pu faire du pain, des pâtes, etc. On a domestiqué tout un tas de végétaux, éventuellement dans une époque plus récente, des végétaux qui venaient d'ailleurs, la pomme qui venait de Chine, la tomate qui venait d'Amérique du Sud, tout ça, on a appris à domestiquer tout ça. Et puis, bien sûr, on a eu l'apparition des produits laitiers, puisque avec l'élevage, on est capable d'avoir des animaux que l'on peut traire, donc extraire le lait et faire du beurre, du fromage et tout ce qu'on veut. Et de manière beaucoup plus récente, sont apparus des sucreries, des chips. Donc ça, c'est la nourriture dite industrielle. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce dessin dans le sens que là, ils ont rassemblé dans ce petit triangle, sous-entendu, ce qu'il faudrait éviter. Alors oui, les chips, les sucreries, les aliments très transformés, gras, salé, sucré, faut éviter. Mais au milieu, en même temps, on a mis du chocolat, de l'huile d'olive et du beurre. Ça, il n'y a aucune raison d'éviter le chocolat, l'huile d'olive et le beurre.
le chocolat, du moment que c'est du vrai chocolat, que c'est du cacao et non pas du sucre, il n'y a pas de raison de se limiter. L'huile d'olive encore moins. On sait bien que c'est un aliment extrêmement sain. Donc voilà, le petit diagramme n'est pas idéal, mais c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui, on a accès à une alimentation extrêmement variée. Donc on pourrait dire que tout va bien, sauf que si on continue cette histoire très rapide de notre alimentation, on voit quand même que ça se transforme depuis un demi-siècle de plus en plus en une alimentation qu'on qualifie de transformée, voire d'ultra transformée, c'est-à-dire des menus finalement pas si variés que ça, pas si équilibrés que ça, avec la récurrence, avec toujours un peu des burgers, des pizzas, des chips, des pâtes. Et parce que d'un point de vue physiologique, ça nous plaît, il y a une espèce de satisfaction immédiate avec un message de récompense dans le cerveau dès qu'il y a de l'amidon, du gras, du sel, du sucre, tout ça, immédiatement le cerveau est content. Mais sur le long terme, c'est pas terrible. Ceci étant, bon là, la pizza, vous retrouvez les ingrédients du début. On a le maquereau ou le thon là ici, puis des oignons. Donc on a puis des olives. C'est quasiment une pizza paléo, mais bon, sauf que dessous il y a la pâte à pain qui elle est arrivée un peu plus tard. Mais c'est surtout voilà, de se dire que là on est sur un contexte qui est un aliment transformé, qui est sans doute bon de goût si c'est bien fait, mais qui pose un problème si c'est l'alimentation unique, bien entendu. Et si on essaie de se projeter un peu dans le futur, on va se dire, est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, un peu comme on ferait dans les films de science-fiction, est-ce que finalement on va manger des pilules avec tous les nutriments qu'il faut dedans, éventuellement à base d'huile de poisson d'ailleurs, qui est un ingrédient sur lequel il y a beaucoup de travail qui est fait, ou d'huile de krill, comme on dit, qui sont les planctons, là, les zooplanctons, dont on peut extraire des composés très nutritifs. Donc, est-ce que c'est ça qui va faire notre alimentation de demain? La réponse, même si c'est toujours difficile de se projeter, la réponse est sans doute non pour des raisons physiologiques. Parce que déjà, on a besoin de 2000 calories par jour, et pour mettre 2000 calories dans des pilules, même en mettant ce qui est le plus calorique, c'est-à-dire les corps gras, 9 kilocalories par gramme, on ne connaît rien de plus calorique que ça. Donc même en enrichissant tout en corps gras, il faudrait y avaler plus de 400 ou 500 pilules de 2 grammes chacune, et puis à chaque fois avec un verre d'eau pour pouvoir avaler tout ça. Donc il faut imaginer boire 5 litres d'eau et manger 400 pilules par jour. Personne n'a envie de faire ça, et donc physiologiquement, heureusement, il est tout à fait probable qu'on n'arrive pas à cet extrême-là. Tout ce que je viens de vous raconter très rapidement, cette espèce d'histoire très très accélérée de notre alimentation, ça relève d'une discipline qu'on appelle finalement la gastronomie. La gastronomie, aujourd'hui, le mot il a un peu évolué. On a un peu tendance à dire un restaurant gastronomique, sous-entendu, ça va être chic et cher. Mais au départ, la gastronomie, c'est de la connaissance, c'est un discours. Ça vient du grec, qui veut dire gastro, c'est le ventre ou l'estomac, et nomia, c'est la loi finalement. Et donc c'est la loi du ventre, si on voulait traduire littéralement. Donc c'est qu'est-ce qui se passe quand je mange. Et c'est Brillat-Savarin, Jean-Anselme Brillat-Savarin, qui est le premier à définir ce mot-là en disant que c'est de la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, tout en disant que cette connaissance, ça va reposer sur tout un tas de disciplines scientifiques qu'on connaît bien au muséum, à savoir, on va traiter d'histoire naturelle, de physique, de chimie, et puis aussi, on va s'intéresser à la cuisine par l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Tout est dit là-dedans, et c'est ça qui va nous intéresser. Alors, on pourrait aussi rajouter l'écologie comme discipline scientifique. Bon, Savarin n'en a pas parlé, c'était sans doute moins, la pression environnementale était moins forte à l'époque. On n'avait pas encore ces thématiques du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité, etc. Mais voilà, aujourd'hui, il est clair que quand on parle de la connaissance raisonnée de ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, pas oublier l'écologie avec différentes composantes, la production des écosystèmes utilisables à des fins humaines, y compris donc, on verra, autour des cours d'eau, et puis la diversité des ressources et la biodiversité présente. Et donc tout ça, on voit bien que c'est quelque chose qui va concerner les 3 piliers de notre alimentation, qui sont la conservation, non pas de l'aliment, mais des hommes, c'est-à-dire la santé en fait. Comment que manger pour vivre vieux et en bonne santé, et éviter de tomber malade, éviter le diabète, l'obésité, le cancer, toutes les maladies métaboliques. Deuxième pilier fondamental, le goût, c'est-à-dire le plaisir. Si on mange, c'est aussi parce qu'on y trouve du plaisir. Troisième pilier, les ressources, parce que on ne peut manger que si on a des ressources suffisantes. Et les ressources, idéalement,
exploiter de manière durable, c'est-à-dire que la génération suivante aura la même opportunité que nous de bien se nourrir. Et ce triple pilier, enfin, voilà, la santé, le plaisir, l'environnement, va être géré à travers des motivations qui sont d'une part artistiques, parce que dans la cuisine, il y a une composante artistique, culturelle, et puis la connaissance des écosystèmes, de l'environnement, des manières de cuisiner, etc. Et tout ça, ça va nous aider à mieux cuisiner, donc à mieux se nourrir. Et un autre grand personnage a très bien compris ça, mais c'est un cuisinier cette fois-ci, un Georges-Auguste Escoffier, très connu des cuisiniers. C'est un peu considéré comme le père spirituel de tous les cuisiniers dans le monde entier. Il est traduit dans toutes les langues, son guide culinaire, il y a à peu près un peu plus d'un siècle maintenant. Et nous avait dit que voilà, la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique, devra soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode, une précision qui ne laisseront rien au hasard. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce souci de se dire, je veux comprendre ce que je fais quand je cuisine. Et je pense que c'est ça qui est important quand on est un citoyen un peu éclairé et qu'on est dans sa phase d'apprentissage, et de toute façon, on est en apprentissage toute sa vie, c'est de dire, voilà, la cuisine, c'est important parce que c'est ce qui permet de maîtriser mon alimentation. Et en même temps, important de comprendre ce que je fais, de comprendre les enjeux dans ma cuisine. Et ça, c'est vraiment sur cette fameuse frontière qui nous intéresse beaucoup en sciences, parce que ça fait le lien entre les sciences qu'on appelle sciences dures et les sciences molles. Les sciences dures, c'est la physique, la chimie, c'est tout ce qui est un peu moléculaire. Et puis les sciences molles, c'est en fait les sciences humaines, c'est la sociologie, la géographie, l'histoire. Et tout ça, c'est vraiment la frontière entre la matière, donc qui est moléculaire, et puis les manières. Donc la matière, c'est la nature, et puis les manières, c'est la culture. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et ça, alors je suis désolé, c'est en petit schéma est en anglais, mais enfin vous maîtrisez tous l'anglais évidemment, surtout pour les 3 mots qu'il y a ici. À savoir, c'est Claude Lévi-Strauss, un grand anthropologue français, sans doute le plus célèbre, qui avait un peu réuni sur ce petit schéma très simple qui permet de catégoriser notre alimentation. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce petit schéma? Ça nous raconte que ce qui est naturel, c'est l'ingrédient. Donc raw, ça veut dire cru en anglais. Donc, par exemple, je me promène et puis je cueille une pomme sur un pommier sauvage. C'est la petite pomme qui est à gauche, là. Si je la mange, il n'y a pas de cuisine, il y a juste de l'alimentation. C'est ce que font tous les animaux. L'espèce humaine est la seule, absolument la seule. Il y a beaucoup de choses qui nous distinguent des autres espèces, mais en l'occurrence, on peut parler du langage, on peut parler de l'art et beaucoup de choses, mais justement, sur la cuisine, c'est quelque chose qui nous distingue des autres espèces. Nous sommes les seuls animaux et les seules espèces vivantes à cuisiner, c'est-à-dire à transformer les aliments avant de les ingérer. Et donc, si je me contente de cueillir une pomme et de la manger, il n'y a pas de cuisine. Après, aujourd'hui, les pommes, elles sont un peu moins naturelles dans le sens qu'elles ont été sélectionnées par des milliers d'années de croisements et puis elles sont plus grosses, plus juteuses, plus sucrées, vendues parfois avec une petite pellicule de cire autour pour les conserver, bref. Mais admettons que ce soit l'aliment brut, voilà. Et en tant qu'espèce humaine qui cuisine, je vais lui appliquer une transformation avant de la manger. Par exemple, je vais la cuire. Ça, donc j'ai appliqué une température. Ça, c'est très culturel, Je vais cuire dans un four, par exemple, et je vais faire une pomme au four. L'autre possibilité, c'est finalement d'être plus proche de la nature et de faire une pomme rotten, c'est-à-dire pourrie. Alors, pourrie, ça donne pas envie. Ça, c'est la microbiologie qui va agir, mais on parlerait plutôt d'une pomme fermentée. Fermentée, c'est quand ça pourrit, mais dans des conditions contrôlées. Voilà, c'est une pomme pourrie. C'est-à-dire qu'elle est tombée d'un arbre et puis elle a évolué toute seule. Ceci étant, on peut la manger. On peut essayer. Alors, faut être un peu prudent, mais nos ancêtres, ils essayaient un peu tout. Et il est probable qu'ils aient apprécié parce que dans une pomme pourrie, s'il y a de la fermentation, ça veut dire que souvent, il y a un peu d'alcool. Et l'alcool, ça produit de l'énergie, ça a un petit côté euphorisant. Et tout à coup, on est plutôt gai. Et donc, voilà, on sait que, et on voit même aujourd'hui, on observe des animaux sauvages dans leur environnement qui parfois sélectionnent des fruits un peu pourris parce qu'on voit bien qu'ils vont chercher le côté euphorisant et énergisant de l'alcool. Donc voilà 2 transformations qui sont les fondamentaux de notre alimentation. Et bien sûr, on peut aller chercher des choses un peu plus sophistiquées. Quand je dis une pomme au four, c'est vraiment la base. Mais après, si je fais une tarte tatin, ça devient déjà plus culturel, encore plus. Je vais
travailler les pommes de certaine manière, les caraméliser, rajouter une pâte brisée. Bref, manger une pomme de manière un peu sophistiquée. Pareil pour la pomme pourrie, je ne vais pas me contenter de la laisser pourrir. Je vais extraire le jus, puis je vais faire fermenter le jus avec, éventuellement en ajoutant des levures. Donc, je vais fabriquer un jus de pomme pourrie, qu'on appelle un cidre, de manière plus appétissante. Et ça, c'est très culturel, évidemment. Voilà, on est les seuls animaux à fabriquer du cidre. Et puis, finalement, quand vous réfléchissez, quand on mange son poulet rôti en buvant éventuellement un verre de vin rouge, en fait, toute notre alimentation va reposer sur ces deux piliers, la cuisson, la fermentation. La fermentation, c'est aussi le fromage, la charcuterie, le chocolat, et les fèves sont fermentées, le café, les fèves sont fermentées, tout ça. C'est extrêmement présent. Et puis, toutes les boissons, le vin, la bière, le cidre, le kéfir, le kombucha, qui sont des boissons à la mode, etc. Alors maintenant, ce que n'avaient pas anticipé Lévi-Strauss, c'est qu'il y avait un quatrième transformation possible, c'est l'alimentation industrielle, qui est beaucoup plus récente, qui est ni de la cuisson, ni de la fermentation, mais c'est un peu tout ça est poussé à l'extrême, c'est-à-dire avec souvent extraction des composés, on extrait des protéines de tas d'ingrédients, on extrait la matière grasse, on l'hydrogénise, on ajoute quelques colorants, quelques texturants, quelques émulsifiants, on mélange tout ça, et puis on fabrique un truc qu'on vend dans un pot ou dans une boîte, et puis c'est vendu comme un aliment, mais on sent qu'il y a une transformation qui est beaucoup plus extrême que ce qu'on a l'habitude de faire quand on cuisine. Donc ça pose, c'est un autre type de transformation. Si maintenant je me raccroche, je prends exactement le même schéma, mais je me raccroche à ce qui va nous occuper dans nos cours d'eau. Ici, vous avez un magnifique brochet. Bon, donc on peut imaginer, on se promène dans son bateau sur la Loire ou sur la Volga ou ailleurs, et puis ou sur la Seine bien sûr, et si on a de la chance, on va être capable de pêcher un brochet. Et typiquement, on va se poser la question. Une fois qu'on a l'aliment, évidemment, le brochet, on ne va pas le mordre comme ça directement cru, on va le travailler. Alors, éventuellement, on pourrait faire du sushi, un poisson cru, mais qui est quand même travaillé. Il faudrait décortiquer le poisson, le parer, comme on dit, lever les filets, etc., etc. Bon. Sinon, on peut le cuire et puis faire un plat de poisson cuit. Alors, ça donne des choses très artistiques. Alors là, ici, sur l'image, c'est pas un brochet, mais c'est un maquereau, mais c'est la même idée. Et puis, c'est présenté de manière, on voit bien qu'il y a un travail artistique. Ça, c'est un grand chef 3 étoiles américain, parce que je n'ai pas voulu prendre que des chefs français. On prend toujours des chefs français, mais il y a des chefs extraordinaires partout dans le monde. Donc ça, c'est Grant Achatz, un chef qui travaille à Chicago, qui a 3 étoiles au guide Michelin. Et voilà, il a une magnifique présentation d'un tronçon de maquereau bien cuit, avec une petite garniture, tout un tas de végétaux. Voilà, on sent qu'il y a un travail artistique du cuisinier pour présenter le poisson. On peut aussi servir du poisson pourri, c'est-à-dire du poisson fermenté. Alors, dit comme ça, une fois de plus, ça donne pas envie. On dit poisson pourri, en général, on a plutôt tendance à le mettre à la poubelle, parce que ça sent plutôt extrêmement mauvais. Mais il existe des recettes traditionnelles dans lesquelles on fait exprès de faire pourrir le poisson. Et vous connaissez sûrement ce qu'on appelle une gnoc mam. Mais gnoc mam, c'est la sauce de poisson pourri qu'on trouve en Asie, au Vietnam, mais pas que. Mais on peut aussi parfaitement faire du gnoc mam, qu'on va plutôt appeler garum, G-A-R-U-M, c'est-à-dire c'était la préparation de poissons fermentés qu'on faisait dès l'Antiquité. Ça, c'est un mot latin, garum. Et quand on regarde des livres comme les livres d'Apicius, qui est un livre de cuisine antique, il y a des préparations de garum qui consistent à récupérer tout un tas de poissons. Donc là, ici, en l'occurrence, sur l'image, vous voyez, c'est un garum qu'on peut trouver chez nous, puisque c'est un garum de Loire. C'est un pêcheur qui fait ça en pêchant des poissons sauvages dans la Loire. Il vend ses poissons, et puis quand il lui reste des poissons ou des déchets de poissons, quand il a levé les filets, il met tout ça dans un grand récipient avec du sel, et il attend 1 an. Et au bout d'1 an, il y a un jus de poisson pourri qui s'écoule du bidon et qu'on met en bouteille et qu'on vend très cher parce que ça donne une saveur très particulière. Effectivement, ça sent fort le poisson, mais en même temps, c'est salé. C'est ce qu'on appelle riche en umami, c'est-à-dire une saveur d'acide aminé qui est un peu qu'on va retrouver dans les bouillons cubes. Donc, c'est ce qu'on appelle un renforçateur de goût. Et c'est pour ça que c'est un condiment extrêmement précieux et assez célèbre. Et alors, il faut mettre quelques gouttes sur un plat, sur des légumes, sur un plat de poisson, évidemment. On peut en sortir comme condiment, comme on dit. Et voilà, typiquement, une préparation de poissons sauvages issus d'une pêche dans un fleuve, en l'occurrence. Et on peut, justement, on pourrait se poser la question, tiens, moi, je sais qu'il y a du garum qui est fait dans la Loire parce que je connais le pêcheur. Est-ce qu'il y a d'autres gens en Pologne, en Belgique, en Allemagne qui aussi font
ce type de préparation? Ça, c'est une question qui est ouverte. Moi, j'en sais rien. Ça fait partie des enquêtes qu'on aimerait bien mener. Et puis, si on parle d'ultra-transformation, on peut aller toujours autour du poisson. On peut se dire, on a tous vu La Loup la Cuisse, le film avec Louis de Funès, avec cette fameuse séquence où il y a des poissons qui sont fabriqués à partir d'extraits de farine, de protéines, de tout ce qu'on peut imaginer, une espèce de soupe infâme. Et puis, dans l'usine de Tricatel, là, ils fabriquent du poisson. Bon. Alors, bien sûr, ça fait rigoler. On dirait ça n'existe pas. Mais si, ça existe complètement. La preuve en image, voilà, ici, vous avez ce qu'on appelle une vessie natatoire. C'est ce qui permet aux poissons de réguler la hauteur à laquelle ils nagent. C'est-à-dire que ça se gonfle ou ça se dégonfle suivant s'ils veulent nager en surface ou nager dans les profondeurs. Et c'est un plat qui est très, très apprécié en Asie. Mais il y a beaucoup de gâchis, parce qu'il y a beaucoup de poissons qui sont pêchés uniquement pour récupérer leur vessie natatoire, qui est un mets très raffiné, puis le reste, il part pour nourrir les chats. Et alors, non pas que j'aime pas les chats, mais bon, voilà, c'est un peu dommage de pêcher beaucoup de poissons juste pour récupérer les vessies natatoires. Et donc, il y a une entreprise qui a développé de la culture cellulaire pour fabriquer en laboratoire des tissus de vessies natatoires à partir de cellules souches et qui sont vendus comme ça au Japon, en l'occurrence. Donc, on peut manger un plat de vessie natatoire de poisson sans qu'il y ait de poisson qui ait été pêché, puisque c'est poussé dans un laboratoire. C'est de la culture cellulaire. On est capable de le faire sur de la viande aujourd'hui aussi, sur du foie gras, sur tout un tas de choses. Donc, c'est pas encore autorisé en Europe. Ça n'a pas passé la réglementation qu'on appelle Novel Food, qui est nécessaire pour une autorisation de mise sur le marché. Mais en Asie, vous voyez qu'on peut déjà manger du poisson sans poisson, donc comme Tricatel. Donc, ça pose aussi des questions sur l'avenir de la filière des produits aquacoles. Est-ce que dans 50 ans, comme on disait tout à l'heure, pour se projeter, finalement, on n'aura plus besoin des rivières et des lacs pour se nourrir, parce que on sera capable de fabriquer dans les usines les écrevisses et tous les poissons. Bon. À voir. À propos de poissons, une petite remarque. Je vous ai parlé dans ce schéma notamment de la cuisson. Et alors, pour votre information et votre culture, on peut se poser la question. Alors, si j'étais quand je suis en conférence en direct, souvent je pose beaucoup de questions, mais là c'est un peu plus compliqué par Zoom. Mais donc, si je vous avais posé la question depuis combien de temps on cuit, c'est-à-dire que vous voyez bien que sur ce petit schéma, je vous ai parlé de fermentation et de cuisson. Alors, la fermentation, on ne peut pas savoir depuis combien de temps on fermente parce que c'est un processus naturel. Donc, spontanément, sans action de l'homme, il y a fermentation. Donc, on ne peut pas savoir, il n'y a pas vraiment. Alors, après, on peut trouver des traces de la filière, depuis quand on fait du pain, depuis quand on fait du fromage, etc., parce qu'on va trouver des indices, voilà. Mais depuis quand ça fermente? Depuis toujours, puisque c'est un processus naturel. Par contre, la cuisson n'est pas un processus naturel. Ou alors, elle l'est, mais de manière très fortuite. Quand il y a un feu de forêt, on sait qu'on va retrouver des bêtes mortes. C'est dramatique d'ailleurs, quand il y a des grands incendies, chaque année, il y a beaucoup d'animaux qui périssent dans les incendies. Ils sont cuits. Et on se doute que nos ancêtres, si après ils tombaient nez à nez avec un animal cuit, sans doute qu'ils le consommaient. Et la question, c'est de se dire, à partir de quand ça a été fait de manière volontaire? À partir de quand nos ancêtres ont fait du feu, maîtrisé le feu pour pouvoir mettre des aliments dedans et les cuire? Pendant très longtemps, on a dit que c'était à peu près 500 000 ans parce qu'on trouvait des traces. Et très récemment, il y a un mois, il y a un article qui est paru dans un grand journal, Nature, Ecology and Environment, un journal américain qui est un des plus connus, un des plus célèbres, de l'éditeur qui s'appelle Nature, donc. Et c'est des archéologues israéliens qui ont, en analysant les restes de poissons, de carpes en l'occurrence, Cyprinus carpio, ils ont trouvé des milliers de squelettes de carpes sur un endroit, qui est la preuve qu'il y avait une activité humaine, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir des milliers de squelettes de carpes décortiqués à un endroit donné s'il n'y a pas quelqu'un qui les a mangés. Et donc, il y avait un camp, bien sûr, un camp d'occupation. Et en analysant, alors c'est pour vous montrer à quel point on peut trouver des choses très détaillées quand on a des outils technologiques sophistiqués, ils ont récupéré des dents sur ces carpes et ils ont analysé en spectroscopie de diffraction de rayons X, ils ont pu analyser la forme des cristaux d'hydroxylapatite qui étaient présents sur l'émail dentaire. Ça va loin. Et en analysant la forme de ces cristaux, ils ont eu la preuve chimique qu'ils avaient été chauffés à une température modérée.
C'est-à-dire que ces poissons avaient été cuits de manière volontaire, c'est-à-dire contrôlée. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas été juste balancés dans le feu. Ils étaient sans doute enrobés d'argile ou enrobés de végétaux. Ou bref, il y avait eu clairement une action volontaire pour limiter la température de chauffe de ces poissons pour les cuire entre guillemets gentiment. Hein. Et donc, c'est clairement une action de cuisson maîtrisée. Donc, on peut dire que à l'heure actuelle, hein, ça pourrait encore changer. La trace la plus ancienne de cuisson, et c'est intéressant que ça soit basé sur un poisson, en l'occurrence un poisson d'eau douce, hein, c'est 780 000 ans. Donc, voilà un peu pour votre mémoire. Hein, on peut estimer qu'on cuit finalement depuis 800 000 ans. C'est quand même pas rien. Et ça nous amène justement à cette notion de cuisine. La cuisine, ça vient du latin coquere, qui veut dire cuire d'ailleurs, hein, c'est l'étymologie du mot. Et on peut réfléchir comme ça dans notre environnement, quel que soit l'écosystème qu'on traverse, on est entouré d'animaux, des petits, des grands, hein, des insectes comme des mammifères, comme des oiseaux, et puis des végétaux, bien sûr, et des champignons. Et comme nos ancêtres, on va se poser la question si on peut les manger. Alors moi, vous voyez, là, dans l'exact endroit où je suis, dans cette bibliothèque, si je vous montrais par la fenêtre, si je bougeais mon ordinateur, ce que je vais éviter de faire parce qu'il est accroché à son alimentation, mais si je vous montrais la vue que j'avais de la fenêtre, c'est ce que vous avez devant les yeux là. C'est un troupeau de flamants roses. Parce que notre laboratoire est juste en face des flamands qui sont dans la ménagerie du jardin des plantes. Donc là, c'est la vue de la fenêtre où je me situe actuellement. Alors en fait, c'est pas des flamants roses, hein, c'est des flamants rouges, c'est des cousins des flamants roses, c'est des Phoenicopterus rubers. Et donc concrètement, imaginez que vous êtes au paléolithique en train de vous promener et vous tombez face à ces flamants roses, on se pose la question, tiens, est-ce que ça se mange? Moi aussi d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que ça se mange? Mais j'évite d'essayer parce que je voudrais pas me faire virer du muséum. Parce qu'évidemment, nos flamands sont un peu protégés. Mais ceci étant, on peut trouver des recettes. Par exemple, Apicius, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le garum, la sauce de poisson pourri, là, il nous propose dans son livre De Re Coquinaria, qui est le plus vieux livre de cuisine qu'on connaisse, hein, ça remonte à presque 2000 ans, écrit en latin, bien sûr, et il nous explique comment préparer un flamand. Alors, il nous dit, voilà, il faut dépouiller le flamand, il faut le laver, il faut le parer, il faut le mettre dans une cocotte avec de l'eau, du sel, de la nette, etc. On ajoute un bouquet garni hein, avec du poireau, de la coriandre. Puis quand c'est terminé, on met un peu de défritum. En fait, c'est le mot, on va dire c'est du mou de raisin fermenté, hein, c'est du vin en fait. Puis dans un mortier à côté, on fait une petite sauce avec un peu des épices hein, et des herbes, poivre, cumin, coriandre, lazère, menthe, rue, tout ça. On mouille avec un peu de vinaigre, quelques dattes pour donner un peu de sucre, et puis voilà, on verse dans la cocotte, on rectifie un peu la texture de la sauce en ajoutant un peu de fécule. Aujourd'hui, on mettrait de la maïzena, hein, si on veut, ou un peu de farine. Et puis voilà, et on est content, et on a une belle volaille. Et finalement, quand on réfléchit, on continue de faire la même chose aujourd'hui. Et quand vous faites un coq au vin, ou une poule comme ça, un ragoût, vous faites pareil, vous mettez la volaille, une garniture aromatique. Alors là, il y a des petits oignons, des petits champignons, des petits lardons, mais finalement, ça, c'est du détail. Et puis on cuisine aujourd'hui comme on cuisinait il y a 2000 ans. Ça n'a pas changé. Et alors, on peut se demander quel goût ça a, hein, le flamand. Alors, comme ça mange énormément de crustacés, il est probable que c'est une viande qui a un goût de poisson. Hein. Et ça nous évoque effectivement de se dire que finalement, c'est pas forcément si bon. Voilà, et j'avais trouvé ce dessin humoristique hein, qui était paru à une époque où, comment dirais-je, c'était l'époque de la vache folle. Hein. Donc, se dire qu'on donnait peut-être un peu à manger n'importe quoi à nos animaux, on pouvait potentiellement avoir du poulet qui a mangé du poisson ou du poisson qui a mangé du poulet. Mais bon, évidemment, il faut mieux éviter, et on va y revenir, bien entendu, puisque ça a posé quelques problèmes et ça va nous intéresser très directement quand on parle d'alimentation, parce que au-delà des enjeux culturels, de cuisine, de comment je vais choisir mon ingrédient, etc., de toute manière, tout ce qu'on va faire repose sur la capacité qu'on a de trouver nos ingrédients. Donc aujourd'hui, je dirais soit de pêcher, de chasser, et puis surtout de cultiver, de produire. Ce qu'on fait depuis le néolithique, hein, on élève des animaux et puis on fait pousser des végétaux. Tout ça pour avoir en permanence accès à une alimentation omnivore. On est un animal omnivore. On est habilité et capable hein, de digérer tout ce qui relève de notre environnement.
C'est pour ça d'ailleurs que l'espèce humaine a colonisé l'intégralité de la planète. On est la seule espèce, on va dire, un peu évoluée à coloniser l'intégralité de la planète. Après, il y a des bactéries qu'on va retrouver un peu partout aussi. Mais si je prends les mammifères, ils sont dans des endroits assez localisés, sauf l'espèce humaine qui colonise à peu près tous les écosystèmes, parce qu'on peut s'alimenter avec à peu près tout ce qu'on trouve. Un Inuit qui va manger quasiment que du phoque et tout va bien. Et sur les plateaux du Kazakhstan, on va élever des yaks et on va manger quasiment que du lait et du fromage. Et puis dans d'autres endroits, on va manger quasiment que des végétaux. Donc, et tout ça, on arrive à métaboliser. Et dans tous les cas, on est omnivore et donc on va aller chercher dans les animaux et dans les végétaux ce dont on a besoin, donc des protéines, des lipides, des vitamines, notamment le vitamine B, du fer, du zinc. Et puis dans les végétaux, on va trouver aussi des protéines et puis aussi des lipides, mais pas les mêmes. Et puis des glucides, des vitamines comme la vitamine C qu'on trouve exclusivement dans les végétaux. Et puis du calcium, des fibres aussi qu'on trouve exclusivement dans les végétaux. Tout ça pour, souvenez-vous des 3 piliers, assurer notre conservation, notre santé. Puis, il y avait le deuxième pilier sur le goût, à ne pas oublier. Là aussi, on va se faire plaisir. D'un côté, l'animal va apporter cette fameuse saveur umami, le bon goût du gras aussi qu'on apprécie. Et puis, du côté des végétaux, on va aller chercher le sucre, l'acidité, l'amertume, qui sont les 3 autres saveurs. En tout, il y a 5 saveurs à identifier. Et tout ça participe à la palette gustative qu'on va mettre dans nos assiettes. Et puis le 3e pilier qui est l'environnement, et ça tombe bien, il y a une espèce d'échange vertueux entre l'animal et le végétal, qui est de se dire, mais finalement, pourquoi ça a très bien coexisté ces systèmes-là? Parce qu'à partir du moment où on s'est mis à faire de l'élevage, on a eu des déjections, on a eu du fumier, du lisier, tous les excréments de l'animal qui sont très riches en azote. Ça tombe bien, les plantes, elles ont besoin d'azote. Donc on va épandre ces engrais sur les cultures végétales. Et puis à l'inverse, quand on a fini de récolter le blé, on récupère de la paille ou on va faucher du foin et de l'ensilage qui est des résidus fermentés aussi, des résidus végétaux. Et tout ça, c'est très riche en protéines, en lipides et qu'on va donner aux animaux pour se nourrir, notamment aux herbivores, évidemment. Donc finalement, tout ça est vertueux parce que les déchets végétaux nourrissent les animaux, les déchets animaux nourrissent les végétaux. Donc on est dans un système où on a une palette aromatique, enfin une palette gustative très variée, on a un équilibre nutritionnel qui est assuré par la profusion des aliments, on a un système vertueux dans l'élevage. Et puis on voit apparaître, on en parle beaucoup, de plus en plus, les insectes dans nos problématiques alimentaires. Et quasiment toutes les semaines, les journalistes me contactent en disant je vais faire un article sur les insectes, est-ce que c'est l'alimentation de demain? Il y a déjà 2 milliards de personnes sur la planète qui se nourrissent d'insectes au quotidien, en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, en Asie. Bref, dans toutes les zones un peu finalement tropicales. Là, il y a beaucoup d'insectes. Pourquoi est-ce que nous, on n'en consomme plus, en Occident ou au Moyen-Orient d'ailleurs? Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire les insectes dans notre alimentation? Et puis, il se trouve qu'on entend beaucoup parler de grosses usines qui se montent du côté d'Amiens, notamment dans le nord de la France. Il y a des usines énormes avec des centaines de millions d'euros qui sont investis pour produire soit des vers de farine, comme vous voyez sur l'image, ou soit des mouches qui vont permettre de fabriquer des farines protéinées. Et on dit, à quoi ça sert? Ça sert que pour l'instant, on va s'en servir pourquoi ces grosses usines, elles existent alors que personne ne mange d'insectes chez nous, ou personne ne veut en manger d'ailleurs, culturellement, ça ne nous parle pas. Et on sait que les insectes sont importants, et justement, ça va être important dans cette expédition aussi, tout le long de ces cours d'eau qui vont être traversés par Christophe, de voir et d'essayer d'inventorier un peu les populations d'insectes, parce qu'il se trouve que les poissons, notamment, mangent beaucoup d'insectes, et donc s'il n'y a pas d'insectes, en général, il n'y a pas beaucoup de poissons non plus, parce qu'ils n'ont rien à bouffer. Donc tout ça, c'est des écosystèmes qui sont très liés. Et donc là, je vous ai donné la clé, c'est que finalement, si on cultive autant d'insectes et s'il y a des usines qui se montent en France, alors c'est certainement pas pour nourrir les vaches, parce que c'est de la nourriture, c'est de la farine animale, les insectes. Donc on a déjà fait l'erreur une fois, pas la faire 2 fois, mais c'est pour nourrir bien sûr les poissons, les truites notamment, les truites d'élevage. On va pour arrêter de ponctionner nos rivières justement et vider les rivières des truites. Eh bien, on va faire des élevages de truites et il faut les nourrir ces truites. Et on peut les nourrir comme dans leur vie, elles mangent des insectes. On va cultiver des insectes pour faire de la farine d'insectes pour nourrir les truites ou les saumons. Ici, c'est un saumon d'élevage que vous avez qui est élevé en pleine mer dans des bassins, mais qu'on nourrit aussi à partir de farine d'insectes.
Et ça permet sacrément d'alléger la contrainte sur les écosystèmes, en l'occurrence ici plutôt écosystème marin, hein. C'est-à-dire que la demande mondiale en produits, donc en crustacés, mollusques et poissons, ne cesse d'augmenter. Et cette demande, aujourd'hui, elle est majoritairement assurée par l'aquaculture. C'est-à-dire qu'il y a 52% des produits que vous trouvez chez votre poissonnier sont issus de l'élevage et 48% issus de la pêche sauvage. Et donc, parce que la pêche, elle stagne, parce que les océans ont été vidés au fur et à mesure, et ça devient de plus en plus difficile de réussir à trouver du poisson sauvage. Et comme la demande continue d'augmenter, eh bien, il faut y répondre par l'aquaculture. Ça, c'est la stratégie qui est mise en œuvre. Et cette aquaculture nécessite de nourrir les poissons et les crevettes qu'on y fait pousser. Et pour ça, jusqu'à présent, c'était quasiment exclusivement soit des produits végétaux, bien sûr, ou de la farine de poisson, notamment pour nourrir les carnivores, comme le saumon est un carnivore, ou le bar d'élevage est un carnivore. Donc, en fait, on continue de pêcher, et 25% de la pêche sauvage mondiale est utilisée pour faire de la farine de poisson pour nourrir les élevages. Donc, on se dit, en fait, on n'a pas du tout résolu le problème. Donc, on continue de vider les océans pour nourrir les bassins d'aquaculture. D'où la priorité qui est donnée à la production d'insectes pour nourrir les poissons d'élevage. Et il y a aussi une petite flèche ici, parce qu'en fait, les insectes, ils font des déjections azotées, comme tous les animaux, et donc on peut faire de l'engrais azoté pour mettre sur les cultures. Donc là aussi, c'est assez vertueux. Donc voilà un peu très rapidement décrit ce qui nous arrive en termes de production. Aujourd'hui, on continue à faire de l'élevage, de l'agriculture, etc. Et en même temps, on a l'acteur insecte qui intervient pour justement, et ce qui nous relie à notre sujet, baisser un peu la pression sur les écosystèmes qui sont les lacs et les rivières et les fleuves, pour se dire, finalement, tous ces poissons d'eau douce, la pêche ne peut pas assurer la demande, et on a sans doute besoin de faire de l'élevage aussi pour pouvoir assurer la demande et permettre d'entretenir des populations sauvages dans tous les lieux que va traverser Christophe à la rame. Et justement, et ça c'est ma dernière diapo, enfin l'avant-dernière avant la diapo de conclusion, on a beaucoup de choses que j'espère que Christophe va croiser, et puis les photographes naturalistes qui travaillent aussi sur ce projet et qui sont sur le terrain vont nous ramener des images magnifiques de différentes espèces. Alors il y aura sûrement peut-être des poissons, qui là c'est un peu les espèces les plus courantes qu'on peut voir effectivement quand on a de la chance, des poissons qu'on connaît, les sandres, les carpes, les truites, les anguilles, la lauze, corégone, l'esturgeon. L'esturgeon, on le connaît souvent parce que c'est lui qui fait du caviar. Les silures, c'est des espèces d'énormes poissons là, qui peuvent faire 3 mètres de long, carnivores, qui sont assez impressionnants, alors qui ne s'attaquent pas à l'homme, mais il y a des temps, quand on les pêche, il faut faire attention de ne pas se faire mordre quand même. Les anguilles, on en parle beaucoup parce que c'est une espèce menacée, justement. Les anguilles d'Europe, elles sont vraiment en très, très mauvais état. Et donc ça, il faut y faire attention. Vous avez plein d'informations et je vous conseille de fouiller un peu. Je vous donne, je vous donne juste une référence, mais une piste, mais il y en a une parmi tant d'autres. Il y a beaucoup, notamment, en passant par les fédérations de pêcheurs, vous trouvez plein notamment là, c'est en Eure-et-Loire, il y a une fédération qui est particulièrement active, avec beaucoup d'informations écologiques sur leur site, sur les végétaux, les crustacés et les poissons, qu'on va trouver dans les cours d'eau, en l'occurrence en Eure-et-Loire. Donc, il faut un travail d'inventaire qui est très intéressant et qui ressemble un peu à ce qui va être fait dans ce projet d'Europe à la rame, de manière sur un intervalle de temps beaucoup plus court, mais c'est cette idée de s'intéresser un peu à ce qu'il y a dans ces écosystèmes. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site web pour regarder un peu ce qu'ils ont analysé sur les cours d'eau en Eure-et-Loire. Donc, les crustacés, les écrevisses qu'on va trouver, éventuellement espèces invasives, les mollusques comme les mulettes, qui est une grosse moule d'eau douce qui est aussi en voie de disparition. Donc, est-ce que Christophe va pouvoir en observer le long de ce parcours? Des insectes comme les odonates, qui sont des libellules dont on consomme parfois les œufs. Donc, combien d'espèces on va rencontrer dans cette expédition? Pourquoi pas aussi, si on a la chance, rencontrer des castors qui sont consommés, les castors d'Europe. Ils sont consommés plutôt au Canada, justement les castors du Canada. En Europe, ils sont quand même un peu protégés. Mais si vous allez au Canada, vous pouvez manger du pâté de castor. Il y a des amphibiens, qui sont des grenouilles qui sont consommées un peu partout en Europe. Les Français sont connus pour ça, mais on n'est pas les seuls. En Pologne, on consomme aussi beaucoup de cuisses de grenouilles. Des végétaux, bien sûr. Et puis, justement, on arrive tout de suite à se dire, finalement, quand on a un peu tout ça en tête,
Eh bien, dans ce projet, j'aimerais bien, et c'est là qu'on vous sollicite pour rassembler un peu des informations, aller enquêter, vous en tant que chercheur en herbe, de se dire, ben, finalement, voilà, qu'est-ce que si je vis à proximité d'un cours d'eau, j'ai envie de savoir, donc en l'occurrence sur le trajet que va parcourir Christophe avec son bateau, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui existe comme espèce vivante dans ces cours d'eau et parmi ces espèces, qu'est-ce qui est consommé? Qu'est-ce que consommé aujourd'hui et qu'est-ce qui était éventuellement consommé avant? Et ça nécessite d'interroger les familles, les parents, les grands-parents, peut-être d'aller voir des pêcheurs s'il y en a. Souvent, au bord des cours d'eau, on trouve des pêcheurs, puis leur poser des questions, voir si c'est des jeunes pêcheurs ou si c'est des vieux pêcheurs. Peut-être que les vieux, ils sont capables de dire, moi, il y a 20 ans, j'ai ramassé des écrevisses ici, puis aujourd'hui, il n'y a plus rien. Par contre, j'arrive encore à choper quelques cendres. Et puis, voilà, enquêter, d'où les formulaires qu'on a mis. Donc, 2 formulaires qui sont sur le site web, qui est plus, il y a un formulaire qui relève vraiment de l'approche écologique au sens scientifique du terme, qui est de se dire finalement quelles sont les espèces présentes et qu'on peut aujourd'hui pêcher et cueillir. Et puis, un formulaire qui relève plus des recettes liées à ces environnements. C'est-à-dire que, par exemple, si vous réussissez à trouver quelqu'un qui capable de vous donner une recette de carpe, c'est intéressant de se dire tout le long du parcours, voilà, si on a des recettes de carpe en Pologne et puis en Belgique, est-ce que c'est la même manière de les cuisiner ou est-ce qu'il y a des traditions très différentes dans ces pays pour cuisiner la carpe ou pour cuisiner l'écrevisse? Et donc, c'est ça qui m'intéresse dans vous, de votre part, c'est de partir, de prendre votre chapeau de Sherlock Holmes ou plutôt votre loupe de petit naturaliste darwinien ou lamarckien, et de se dire, je vais aller à la recherche d'informations sur finalement qu'est-ce qu'on peut manger là-dedans et quelles sont les pratiques encore aujourd'hui et les recettes qui existent avec ces aliments qu'on va trouver dans ces cours d'eau. Et d'où ces 2 formulaires que je vous encourage à remplir avec les informations que vous trouverez, encore une fois, en allant enquêter, soit sur le terrain, c'est toujours intéressant, bien sûr, d'aller, en faisant un peu attention, au bord de ces cours d'eau et voir si vous rencontrez des gens qui ont l'air de bien les connaître et les interroger sur ces aspects-là, sur ces aspects très, très culinaires. J'en ai fini. Voilà, la dernière diapo, c'était juste pour donner des références. Vous voyez, vous avez un petit site web qu'on a au Musée de l'Homme dans lequel on répond à quelques questions justement sur les poissons, depuis quand on pêche, etc. Donc ça, vous tapez l'alimentation en question dans Muséum et puis vous trouvez le site web avec plein de questions auxquelles les chercheurs répondent. Un guide des espèces qui est très intéressant, qui est gratuit en ligne. Si vous tapez guide des espèces éthique océan, vous avez un guide dans lequel on traite des espèces d'eau douce, donc une source fantastique d'informations auxquelles contribuent les chercheurs du muséum. Et là, je vous ai mis la page sur l'anguille, notamment, où on discute du problème des anguilles et pourquoi on en trouve de moins en moins en Europe dans nos cours d'eau. Et sans doute, si Christophe a la chance de voir des anguilles, ça serait fantastique parce qu'il y en a vraiment de moins en moins. Il y a d'autres livres que j'ai écrits avec des chefs de cuisine dans lesquels on cuisine des poissons, y compris des poissons d'eau douce, comme cette recette de pavé de truite. Et puis, Je mange donc je suis, qui est le livre qu'on avait fait pour l'exposition au Musée de l'Homme, dans lequel on parle aussi des poissons, des algues et des trous qu'on va trouver. Voilà, d'autres ouvrages, un petit ouvrage très accessible, Molécules, que j'ai écrit, dans lequel je parle de beaucoup de choses qu'on mange, y compris d'ailleurs ce qui donne l'odeur des poissons, les méthylamines et d'autres composés. Bref, beaucoup de choses que je vous invite à aller voir, à regarder, à vous documenter pour améliorer déjà votre connaissance de ces environnements. Et puis, dans une démarche de recherche, il ne s'agit pas seulement d'améliorer sa connaissance personnelle, mais il s'agit d'augmenter la connaissance, c'est-à-dire de trouver des informations et de les rassembler pour les rendre disponibles aux autres. Et c'est ça le rôle du chercheur. Et quand je dis du chercheur, ça peut être d'un point de vue professionnel, c'est mon métier, mais n'importe quel citoyen, n'importe quel âge, peut, par sa collecte d'informations, participer à c'est ce qu'on appelle la science participative, à cette récolte de connaissances et à ce partage de connaissances. Et c'est vraiment à ça, c'est ça qu'on vous invite à faire, c'est de partir enquêter et puis après, bien sûr, de travailler sur
un format où on va pouvoir faire un compte rendu et montrer aux gens les informations que vous aurez pu récolter sont intéressantes pour tout le monde. Merci beaucoup, Christophe. Il reste un tout petit peu de temps si les élèves ont des questions à poser. Quelle est l'évolution des végétaux et des animaux présents dans les cours d'eau? Alors, l'évolution, elle est dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est plutôt en chute libre pour un certain nombre d'espèces. Donc, il y a une chute de la biodiversité, très clairement, avec comme je vous dis, par exemple, les anguilles qui disparaissent, les odonates qui sont de moins en moins nombreuses, les mulettes qu'on trouve quasiment plus que dans le sud de la France, alors qu'avant, il y a partout en Europe. Donc ça, c'est un vrai problème. Et paradoxalement, mais en même temps, c'est lié, hein, à côté de ça, il y a d'autres espèces qui sont au contraire en pleine forme et qui sont ce qu'on appelle souvent des espèces invasives, qui sont extrêmement présentes, très nombreuses, avec des algues vertes qui vont occuper tout l'espace et prendre tout l'oxygène disponible pour les plantes, avec des écrevisses qui vont bouffer toutes les autres espèces présentes parce que c'est des carnivores absolument dévastateurs. Et donc, on est toujours dans ces équilibres qui sont très fragiles entre. Souvent, le scénario type, c'est qu'on a une grande diversité d'espèces, et puis quand ça va moins bien avec la pollution, avec les espèces invasives, en fait, on a une chute de cette biodiversité avec de moins en moins d'espèces, non pas de moins en moins de biomasse, parce qu'il y a toujours plein d'animaux, plein de végétaux, mais ils sont de moins en moins, ils sont de moins en moins nombreux en termes d'espèces différentes. Donc, avec des algues qui vont envahir et des animaux qui vont prendre toute la place. Et donc, c'est ça le scénario actuel qu'on observe dans les cours d'eau, c'est qu'il y a quelques espèces qui deviennent très majoritaires et qui prennent toute la place. Et puis, une biodiversité qui est en chute libre et qui est un vrai problème. Quelle est l'évolution de la pollution des cours d'eau? Ça, l'évolution, pareil, elle va dans le mauvais sens parce que, et on va sans doute malheureusement le confirmer lors de cette expédition, c'est qu'il y a des pollutions environnementales qui sont des pollutions de 3 ordres. Il y a bien sûr les pollutions domestiques, hein, tout ce qui est déchets, tout ce qui est les égouts et autres, qui sont plus ou moins bien traités. Il y a toute la pollution industrielle, et puis celle que j'ai mentionnée, il y a la pollution agricole. Le fait que si j'ai un champ dans lequel je mets des engrais chimiques, des pesticides, tout ça, avec à la moindre pluie, ça va partir dans les cours d'eau. Et ça pollue énormément, et donc on voit énormément de résidus de pesticides dans les cours d'eau, ou des concentrations trop fortes en azote ou en nitrite, et qui génèrent tout un tas de problèmes. Et ça, une fois de plus, ça va malheureusement pas dans le bon sens. Donc tout ça est un peu pessimiste, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les écosystèmes sont vraiment mis en danger par ces activités humaines. Est-ce que les insectes sont aussi touchés par la pollution? Énormément. La preuve, entre guillemets, c'est que on voit bien aujourd'hui, quand vous traversez la France en voiture pour aller en vacances, et il n'y a absolument plus besoin de nettoyer son pare-brise. On le voit. Vous ne pouvez pas le savoir, mais moi, je me souviens, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand mes parents, ou il y a 30 ans, même un peu plus, quand je partais en vacances avec mes parents, il fallait nettoyer le pare-brise à l'arrivée, parce qu'il était plein d'impacts d'insectes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de pourcentage, je ne l'ai plus forcément en tête, mais ça dépend bien sûr des sortes d'insectes, mais il y a des insectes qui ont disparu à plus de 80-90%. Et ça, c'est un problème majeur parce que c'est un indicateur de chute aussi de biodiversité, et en même temps, il y a beaucoup d'insectes qui sont des insectes pollinisateurs, donc ça concerne aussi l'agriculture. Le jour où on n'aura plus d'insectes pollinisateurs, on n'aura plus de culture, hein, on ne pourra plus se nourrir, tout simplement. Donc, à moins de soi-même, comme ça se fait actuellement en Chine ou en Californie, dans certains endroits, où ils vont, avec un petit pinceau, polliniser les plantes pour qu'elles puissent être fécondées et qu'elles puissent pousser, quoi. Donc, c'est un vrai problème, et cette chute des insectes est totalement dramatique. Il y a une seule espèce pour laquelle on est content, et on aimerait bien qu'elle disparaisse, c'est les moustiques. Parce qu'effectivement, ils sont vecteurs de tout un tas de maladies. Et ceux-là, on n'est pas trop mécontent s'ils pouvaient diminuer. Mais pour tous les autres, les services, ce qu'on appelle écosystémiques, c'est-à-dire qu'ils rendent de nombreux services, tous ces insectes, et ils participent aussi à la chaîne alimentaire. Il y a beaucoup d'oiseaux qui dépendent de ces insectes, et beaucoup d'animaux. Et s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de poissons. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait de conserver une bonne densité d'insectes, même si c'est pas toujours agréable. On se dit, les insectes, j'aime pas quand il y en a plein autour de moi. Ben oui, mais c'est quand même, globalement, c'est plutôt bon signe. Comment allez-vous étudier la pensée du projet?
Ah ben, je vais regarder au fur et à mesure. Comme le questionnaire, vous pouvez le remplir en ligne sur le site web. Ben, j'espère que des questionnaires vont être remplis au fur et à mesure. Moi, pour ma partie, hein, et je vais voir comme ça les classes qui travaillent et sachant qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. Hein, et dès que vous avez une information sur une espèce que vous avez trouvée ou une recette que vous avez trouvée dans une famille ou dans un livre ou etc. Ben, faut pas hésiter à remplir une fiche. Et puis moi, au fur et à mesure, je vais regarder les fiches comme ça qui m'arrivent. Et puis qu'on va synthétiser après quand le projet sera fini. Je rassemblerai tout ça pour le synthétiser sous différentes formes. Dans l'équipe, on va réfléchir. On pourra peut-être publier un petit livre sur toutes les recettes qui auront été rassemblées dans ce programme pour faire un livre de cuisine, en fait, pourquoi pas. Hein. Donc, mais au fur et à mesure, il ne faut pas hésiter à justement remplir ces informations. Pourquoi avoir choisi l'alimentation comme sujet de recherche? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce métier? Oui, l'alimentation, ça m'intéresse parce que ça touche toutes les disciplines. C'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, comme je vous ai mentionné, en fait, toutes les disciplines de la recherche sont concernées. La physique, la chimie, la médecine, la biologie, l'écologie, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie, enfin tous les sujets, toutes les disciplines de la connaissance ont quelque chose à nous raconter sur l'alimentation. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que ça permet justement de faire ce lien, l'alimentation, dans tous ces aspects-là. Puis en même temps, j'aime bien manger. Hein. Donc, quand on aime bien manger, on s'intéresse à ce qu'on mange. Est-ce que vous allez visiter d'autres pays que les 5 qui sont dans le parcours? Là, sur le parcours, voilà, on va essayer d'aller visiter les 5 pays sur le parcours. Après, moi, dans mes recherches, j'ai visité plus de 40 pays dans lesquels dans lesquels j'ai pu éventuellement travailler avec des écoles de cuisine sur ces sujets-là, sur les sujets alimentaires au sens large. Et là, dans le projet, on va se concentrer sur les 5 pays traversés par Christophe. C'est vraiment l'idée, c'est de faire cette jonction entre la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France.